Chers élèves, cher public, entre guillemets, bienvenue pour ce nouvel audio cours. Et aujourd'hui, nous allons clôturer la première partie. Je vous rappelle qu'on a le conseil de classe lundi, voilà, qui va statuer sur les différentes situations en l'état. J'en sais pas beaucoup plus que ce que je vous ai dit hier. On s'adaptera à la situation. Grand D. Les aspirations à un absolutisme triomphant 1661-1715. Voilà notre sujet d'aujourd'hui qui est relié à une problématique. On va se demander en quoi le pouvoir du roi sous Louis XIV peut-il être caractérisé d'absolu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va... la notion de pouvoir absolu, vous l'avez déjà entendu, d'absolutisme, elle vous est normalement familière parce que vous en avez entendu parler en quatrième, d'une façon... Vous en entendez encore parler à la télévision. On est peut-être parfois aussi dans la caricature quand on parle de l'absolutisme de Louis XIV, parce que nous on va voir pourquoi effectivement on pourrait dire que le pouvoir de Louis XIV il est absolu, mais on va aussi revisiter la notion et essayer de la relativiser pour voir qu'elle est peut-être pas aussi absolue qu'on veut bien l'entendre parfois. En tous les cas, que si le roi se voulait le roi soleil, il n'était pas réellement le soleil. On va faire un cours qui est un peu plus standard par rapport aux attentes de seconde. On va aller un petit peu moins loin qu'on l'était allé pour les cours précédents, mais on va développer bien sûr les choses, mais on va moins rentrer dans le détail. On attaque quand même avec un cours en 3 parties, et on attaque par la première de ces 3 parties, un roi au-dessus de tous. Bon, Louis XIV, un roi au-dessus de tous, normalement, c'est pas un titre qui vous choque. Revenons un petit peu en arrière. On avait quitté la situation avec la Fronde. On a la régence d'Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin, nommé par Richelieu, qui règne en tant que Premier ministre. Et en 1653, cette fronde allait mater. Les dirigeants de la fronde vont se soumettre à l'autorité du roi. On a la diapositive numéro 1 qui illustre cette soumission des grands princes à Louis XIV et qui accepte finalement de reconnaître ici son statut de roi. Il faut savoir qu'à l'époque, Louis XIV, il a 15 ans. En fait, il est majeur depuis 1651, mais il laisse le pouvoir quasi total à Mazarin pour régler la situation de la Fronde. Il ne faut pas oublier que Louis XIV, il est né en 1638. Mazarin, donc, il continue sa politique, et il va devenir, enfin il va pas devenir, mais il va achever la guerre d'Espagne en 1659. Donc on a ici, à 21 ans, un roi de France qui est toujours pas en train de régner et qui observe la façon de gouverner de Mazarin. Évidemment, Louis XIV, il apprend à gouverner, il va lire des textes plus anciens que son règne, des textes qui ont été écrits au siècle précédent, notamment un texte de Jean Bodin qui s'appelle les 6 livres de la République et qui a été écrit en 1576. On a un extrait dans notre manuel de ce livre, c'est le document 4 de la page 179 que je vous demande donc de consulter et de lire. Voilà, je vous laisse le lire. Donc on le voit dans ce texte, Louis XIV, il va pas nulle part chercher ses idées. Il va s'inspirer de certains théoriciens, ça il faut le noter. Louis XIV, il veut régner sans partage. Et sa souveraineté, il la veut que pour lui. À la mort de Mazarin, il prend le pouvoir. On est en 1661. On est donc dans l'année de ses 23 ans, Louis XIV va devenir roi et il va exercer un règne très long. Ça, c'est ce que nous verrons par la suite. Alors, il prend le pouvoir. Et
il marque tout de suite les esprits. Il marque les esprits parce que Mazarin, c'était son premier ministre. Enfin, le cardinal de Richelieu, puis Mazarin étaient les premiers ministres du roi. Eh bien, ce système qui avait assez bien fonctionné, eh bien, Louis XIV, il en fait le deuil. C'est-à-dire qu'il gouvernera sans premier ministre, ou du moins il sera lui-même le premier ministre. Ensuite, il va centraliser le pouvoir dans un nouveau lieu qui est Versailles. C'est-à-dire que le lieu où il habite, le lieu où habitera la cour, on va y revenir, mais aussi les ministres, les conseils des ministres se tiendront tous à Versailles. Donc ça va être un lieu politique en même temps qu'un lieu symbolique. On s'intéresse au document 1 de la fiche. Le document 1 de la fiche, c'est un texte sur les intendants, des intendants qui ont des missions. Alors c'est pas un texte facile parce que c'est un texte ancien, et ici on s'intéresse à la commission des intendants d'Orléans. Je vous laisse lire le document. Alors qu'est-ce qu'on apprend au travers de ce texte? À la lecture de ce texte, on apprend que les intendants, ils vont exercer un pouvoir au nom du roi. Et ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont notamment contrôler le prélèvement des impôts. Ils vont aussi remplir des missions de justice. Bref, les intendants, c'est un peu le roi présent dans sa province. Ce sont un peu les oreilles et la voix du roi. Le roi ne peut pas être partout, donc il va déléguer à des intendants. Et la nouveauté, c'est que ces intendants, désormais, ils ont des missions permanentes. Avant, c'était des missions temporaires. Et donc, le roi les renvoie dans les provinces. Alors pourquoi il les renvoie? Parce que pendant la Fronde, le processus, il avait été interrompu. Donc là, il est relancé. Bon, on a vu Baudin. Passons à un autre auteur clé quand on parle du pouvoir royal. C'est Bossuet, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, ou peut-être oublié, mais à mon avis, l'un de vos enseignants en 4e avait déjà évoqué cet auteur. Et pour ce faire, je vous intéresse à lire le document 3 de la page 179. Donc je vous laisse lire le document en question. Bon, il vient d'où le pouvoir pour Bossuet? C'est la question à se poser. Bossuet parle d'un pouvoir absolu, mais ce pouvoir absolu, il viendrait d'où? Ça y est, vous avez la réponse, normalement. Donc, il y a, chez Louis XIV, la justification d'un pouvoir absolu. Et j'aimerais que pouvoir absolu, on le mette entre guillemets, parce que c'est l'expression qui est utilisée. Eh bien, ce pouvoir absolu, il est justifié par une sacralisation. La personne du roi, elle est considérée comme sacrée. C'est pas si nouveau que ça, Rappelez-vous, le roi qui touchait les écrouelles et qui guérissait, le roi thaumaturge. On avait déjà ça à la fin de l'époque médiévale. On avait ça déjà à l'époque de François Ier et d'Henri II. Mais là, on théorise les choses, on les écrit, et on est dans cette idée d'une monarchie qui est justifiée par Dieu lui-même. Le roi est présent et règne parce que Dieu en a voulu ainsi. Voilà pourquoi on parle souvent d'une monarchie absolue de droit divin. En fait, le mot absolutisme, on l'emploie souvent, mais il faut bien prendre en compte le fait que ce mot, il n'a pas été utilisé avant la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire bien après la mort de Louis XIV. C'est-à-dire qu'à l'époque de Louis XIV, on ne parle pas d'absolutisme. C'est un mot qu'on a élaboré plus tardivement. Par contre, l'expression que je vous ai demandé de mettre entre guillemets dans votre cahier de pouvoir absolu, elle est bien contemporaine à Louis XIV et à Bossuet. B-O-2-S-U-E-T. Alors, comment on pourrait le résumer, ce pouvoir absolu? Le roi, il fait la loi. Le roi, il fait respecter la loi. Et le roi, il fait la justice. Dit autrement, dans notre conception moderne du pouvoir, le roi, il concentre dans ses mains les trois pouvoirs. Les pouvoirs qu'on habille aujourd'hui d'expression. Le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire respecter la loi, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi, et le pouvoir judiciaire,
qui est celui de rendre la justice. Le roi, lui, concentre dans ses mains tous les pouvoirs. Et c'était l'objectif de Louis XIV. Alors relions tout ça au château de Versailles dont on a parlé précédemment. Je vous intéresse à consulter page 183, les documents 3 et 4. Ces documents, ils nous permettent de prendre conscience que le château de Versailles, c'est pas un château comme les autres. Bon, d'accord, le château de Versailles, c'est d'abord un ancien pavillon de chasse, qui a été retapé par Louis XIV, enfin retapé c'est pas exactement le mot, parce qu'il va servir de projet à la réalisation d'un château titanesque, dont les coûts sont hors normes. Ils vont demander 36 000 ouvriers, il y a 53 ans de travaux au total, c'est-à-dire que pendant longtemps on habite dans un château qui est encore en travaux. Il y a 352 cheminées, ça c'est pour faire des petites statistiques qui impressionnent. La galerie des glaces, élément central évidemment du château de Versailles, face au jardin, contient 357 miroirs. À l'époque, les miroirs, c'est vraiment un objet de luxe. Cette galerie des glaces, avec les tableaux, les peintures, les dorures, et puis les jardins, et ces kilomètres d'allées. Vous pouvez faire un footing, on peut courir un marathon dans le château de Versailles, en faisant plein d'allers-retours dans toutes les heures. Enfin, vous me direz, on peut courir un marathon dans son jardin. Bon, en même temps, ça va être un petit peu ennuyeux. Bon, bref, le château de Versailles, et ça c'est ce qu'il faut noter dans votre cahier, c'est un édifice hors norme. Il est au-dessus de tout. Et au travers de la réalisation de ce château, il y a déjà, dans les faits, une démonstration de puissance. Vous construisez un château qui n'a jamais existé jusqu'à présent, vous dites, regardez les gars, c'est qui a le plus gros? C'est moi, on est dans cette représentation. Alors, pour la petite anecdote, on parle souvent de Louis XIV qui arrive et qui prend le pouvoir. Quand il arrive en place, il va se congédier, enfin même plus que congédier, il va faire arrêter notamment l'un des anciens bras droits de Mazarin, qui était Fouquet. F-O-U-Q-U-E-T. Fouquet, il habite dans un château, le château de Vaux-le-Vicomte. C'est un château qui est en région parisienne. C'est un château qui est très très beau. Si vous avez déjà l'occasion d'aller le visiter un jour, c'est intéressant. Et en fait, le château de Vaux-le-Vicomte, quand le roi, quand Louis XIV vient le voir, ça l'inspire beaucoup. Il trouve que le château est génial. Il y a un petit peu de jalousie aussi de la part du roi sur le château que possède Fouquet. Bon, et le roi, il est pas dupe non plus. Il se doute bien que l'argent avec lequel ce château il s'est construit, c'est aussi un peu l'argent du royaume. Et donc là, il y a un problème à régler et la nécessité d'écarter Fouquet, autant parce qu'il a un château qui était plus beau que celui du roi, ou qui était envié par le roi, que parce que on se rend compte qu'il piquait peut-être un petit peu trop dans la caisse, pour parler dans le langage contemporain. Bon, le château de Versailles, vous l'avez lu dans les documents, au travers de la peinture, vous l'avez vu aussi, ça va être le lieu de concentration des grands nobles. Tous les nobles, les grands nobles, les nobles de grande famille, ils sont intéressés pour se rapprocher du roi et donc d'habiter à côté du château de Versailles. Il faut savoir que le château de Versailles, c'est un lieu de brassage. Vous me direz, aujourd'hui c'est toujours un lieu de brassage parce que c'est un lieu très touristique, mais à l'époque déjà de Louis XIV, on estime à peu près qu'il y a 10 000 personnes par jour qui passent par le château de Versailles. Pas que des nobles, il y a tous les gens qui travaillent pour entretenir ce château. Les domestiques, les gens qui font les travaux, les livreurs, il y a beaucoup, les militaires qui surveillent l'édifice, donc il y a beaucoup de passages à l'intérieur du château de Versailles. Alors, si on fait le zoom sur les nobles, puisqu'on était en train de parler, on est dans une société de cour, entre guillemets. C'est une expression qui est là pour parler du fait que à l'intérieur du château de Versailles, on va rencontrer de nombreux nobles qui viennent courtiser leur roi. Et ça, pour Louis XIV, c'est un moyen de contrôler la noblesse. Il faut comprendre que les nobles, ils vont exercer de moins en moins de charges politiques. Et Louis XIV, il est malin, il leur donne quelque chose d'autre à faire. Se divertir et être entretenu. Ce qui fait que ces nobles, ils vont continuer à
courtiser le roi. Ils deviennent des courtisans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils aspirent à attirer les regards du roi. Dans quel espoir ? Dans l'espoir de loger directement dans le château ou de bénéficier d'une pension. Il y a un prestige. Donc, on se lance dans la course à qui est le plus faillot pour avoir la meilleure place auprès du roi. Bon, là, vous comprenez peut-être un petit peu plus le système. Et pourquoi finalement on est bien ici dans le pouvoir qui est en train de se construire Louis XIV. L'objectif, c'est que les grands nobles, qui avaient pu se révolter à l'époque de la Fronde, viennent manger directement dans sa main. Deuxième partie, petit 2, une volonté de puissance. Volonté de puissance. Illustrons-la de différentes façons. On va commencer par s'intéresser, nous, au document 5 de la page 183. Ce document 5 de la page 183, il nous permet de se rendre compte que le roi, il est mis en scène. Il se met lui-même d'ailleurs en scène, c'est le roi danseur, c'est un roi artiste et un très grand danseur, Louis XIV. Donc on est sur un roi, enfin très grand, moi je l'ai jamais vu danser, mais les rapports qui nous sont faits, laisse à penser qu'il aimait beaucoup la danse et qu'il était loin d'être mauvais en... Donc le roi, il se met en scène, on le peint, c'est-à-dire on le peint, on le dessine, on lui dresse des éloges. En fait, le roi, il se met en scène et les artistes, ils participent à cette mise en scène du pouvoir. Ils vont participer à sa grandeur. Alors c'est le cas des musiciens, et notamment un musicien très connu qui est Lully, L-U-2-L-Y, dont vous avez dû entendre parler ou dont vous entendrez parler l'année prochaine en lettres. On a des peintres comme le document 5 de la page 183 avec Lebrun en 2 mots, L-E, brun, B-R-U-N comme la couleur des cheveux. Et puis on a des comédiens aussi, il faut pas oublier Molière, même s'il sera un temps mis à l'index, le roi il aime quand même s'entourer de comédiens et du milieu du spectacle. Là, vous qui êtes capable de donner un prolongement à tout ce qu'on a vu dans l'année, normalement, vous voyez bien qu'on est dans ce prolongement du roi mécène, du prince de la Renaissance italien. Il y a un certain renouvellement, une certaine continuité ici de cette notion. Et d'ailleurs, si vous grattez encore un petit peu et que vous pensez à la société d'aujourd'hui et aux riches et leur goût pour l'art et les artistes et les fêtes avec un DJ improbable, on est encore un petit peu dans ce modèle qui se répète. Passons à la diapositive numéro 2. La diapositive numéro 2, vous l'avez peut-être déjà vue. C'est-à-dire que on représente comment Louis XIV, comme le roi, soleil. Pourquoi le soleil ? On est ici sur une représentation qui est au plafond de la Galerie des Glaces. Donc le plafond, c'est symbolique, c'est ce qui est au-dessus de soi, comme le ciel. Et qu'est-ce qui est au milieu du ciel en plein après-midi à l'heure la plus chaude ? C'est le soleil. C'est-à-dire qu'on associe Louis XIV au soleil. Et on l'appelle le roi soleil. Et quand vous êtes au château de Versailles, ce symbole, vous le retrouvez partout. Et il est accompagné d'une citation latine, nec pluribus impar. Alors il y a plusieurs façons de le traduire, ça a été traduit. C'est du latin, donc quand on le traduit dans la langue française d'aujourd'hui comme d'hier, ça peut avoir des sens différents. Louis XIV lui-même le traduisait comme au-dessus de tous, à l'image de ce soleil et de cette représentation qui est au plafond de la Galerie des Glaces. C'est-à-dire que moi je suis le roi, je suis au-dessus de la nasse, et donc on est bien ici sur cette volonté de puissance, de se présenter tel quel. Ça, c'est cette volonté de puissance, de mise en scène du roi. On s'intéresse à un autre volet de la puissance économique. Pour ce faire, on va se plonger dans un travail en autonomie. Je vous demande de travailler sur les questions 2 et 4 de la page 177. Travail en autonomie, c'est parti. Il y a 2 questions, pas très compliquées, normalement vous devriez tous avoir les réponses. Voilà, vous avez fait ce travail. On le corrigera ultérieurement. Donc on a un ministre clé. Chez Louis XIV, c'est Colbert. C-O-L-B-E-R-T. Là aussi, normalement, vous avez déjà entendu son nom. Colbert comme le colbertisme, dont vous avez peut-être
sur lequel vous avez peut-être travaillé en sciences économiques ou dont vous travaillerez peut-être en sciences économiques et sociales, certainement pour ceux qui continueront à l'université. Bon, le ministre Colbert, il va poursuivre une politique de type mercantile. C'est le mercantilisme qu'on avait déjà étudié auparavant, sauf que Colbert, il met la deuxième vitesse, entre guillemets, au processus de mercantilisme, il le pousse encore plus loin. En fait, ça peut se résumer en une phrase. Pour être plus puissant économiquement les autres, il faut affaiblir l'économie des pays voisins. Alors pourquoi ? Parce qu'on est dans le pratique du mercantilisme. Le mercantilisme, il part sur un statut de base. La quantité d'or qui est présent dans le monde, elle est fixe. Et donc, si on veut avoir plus d'or que le voisin, ça veut dire qu'il faut capturer une partie de l'or du voisin. Et donc comment ? Eh bien, c'est la théorie qu'on avait vue précédemment pour le mercantilisme. On réduit au maximum ses importations et on gonfle au maximum ses exportations. Alors, la stratégie de Colbert pour y arriver, pour relever entre guillemets les finances du royaume, c'est d'abord la création de la compagnie des Indes orientales. C'est-à-dire qu'on a une compagnie ici qui a un objectif, concurrencer les compagnies dans lesquelles se lancent les autres puissances européennes. Donc la course au comptoir est aussi lancée par la France. Bon, sauf que ça marchera pas vraiment comme prévu pour les Français, même s'il reste des comptoirs, notamment à Pondichéry, en Inde, et quand vous allez à Pondichéry encore aujourd'hui, il y a bien des traces de la culture française. Et puis ensuite, dans les îles des Antilles, rappelez-vous, la colonisation des Antilles, elle se fait avant Louis XIV. Sous Colbert, on va renforcer le développement de l'économie sucrière et de la traite négrière qui va avec. C'est-à-dire que la France va se mettre à produire, elle aussi, des produits, et puis participer au commerce triangulaire. Et ça, donc, dès Louis XIV. S'ajoute, et vous l'avez vu en étudiant les documents, la volonté de produire sur place. Et pour produire sur place, eh bien, on va lancer des manufactures, l'ancêtre des usines, puisqu'on travaille encore à la main, et on essaye de fabriquer notamment des produits qu'on qualifierait aujourd'hui de haute valeur ajoutée, des produits de luxe. Et Colbert, il est obnubilé par l'idée de la qualité. Il faut fabriquer des produits de très haute qualité. Pourquoi ? Parce qu'on peut les vendre plus cher que les autres et ils vont être très demandés. Donc il y a cette idée du savoir-faire français qui doit être mieux, plus fort que les autres. On est donc dans cette idée de l'économie, elle doit servir la puissance du royaume. Donc il y a la mise en scène. C'était la première chose qu'on a vue dans cette volonté de puissance. S'il fallait donner des sous-parties à notre petit 2. Ensuite, on a vu la politique économique. Maintenant, voyons un des troisièmes volets qu'on peut ajouter encore à cela, au travers du document 4 de la page 173. Le roi Louis XIV va lui aussi être un roi qui part en guerre. Et c'est un roi qui se met en scène. D'ailleurs, comme combattant, comme cette peinture. Évidemment, c'est pas le roi qui l'a peint, mais c'est le roi qui l'a commun. Et donc, on le représente en tant que combattant. Le royaume, il va être en guerre sous Louis XIV. Alors, quelle guerre ? Il y a la guerre de Hollande, d'abord. Il y a la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Il y a la guerre de succession d'Espagne. La guerre de 100 ans. Donc, les conflits vont être multipliés à l'époque de Louis XIV. La petite nuance, c'est que les guerres de Louis XIV, ce sont, d'une certaine façon, parce que c'est pas la guerre de tranchées, pourtant on peut bien parler de guerre de position, d'une certaine façon. Le but c'est quoi ? Le but c'est de s'emparer d'une place forte et ensuite de la rendre imprenable pour sécuriser le territoire. Il est obnubilé, notamment, et avec quelqu'un dont on va parler, Vauban, sur l'idée d'essayer d'avoir des frontières qui aient un sens et qu'on puisse protéger. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que le royaume de France, il doit s'étendre jusqu'à des limites qui rentreraient dans un domaine raisonné. La notion de frontière naturelle, elle va être inventée finalement à cette époque-là. C'est-à-dire on se projette et on se dit le royaume, il devrait s'arrêter là parce que là on peut le défendre, donc il faudrait qu'on constitue une frontière fortifiée le long de cette ligne-là et on va se lancer en guerre pour essayer d'atteindre cet objectif. Non.
ça c'est un des leitmotifs, une des motivations. L'autre objectif de ces guerres, c'est d'empêcher l'Espagne de repasser dans la main de la famille des Habsbourg. Pourquoi ? Parce que ce que François Ier ne voulait pas, c'était être encerclé par le trône d'Espagne et par le Saint-Empire romain germanique, tous les deux, sous la main des Habsbourg. Ça, il n'en veut pas Louis XIV. Donc l'idée, c'est de faire la guerre pour éviter d'être encerclé par les Habsbourg. Il est vraiment obnubilé par cette idée. Alors on parlait de frontières fortifiées, je vous invite à regarder le document 4 de la page 167 justement à ce propos. On a ici une photographie aérienne qui a été prise de l'une des cités Vauban. Cette cité, elle s'inscrit dans la politique de défense des frontières. Et la politique de défense des frontières, on l'a dit, elle est liée à une personne, c'est Sébastien, le preste de Vauban, pas de la Forêt. Sébastien, alors oui, il y en a qui vont comprendre la blague, pas d'autres. Sébastien, le prestre, P-R-E-S-T-R-E, de Vauban. Bon, nous on a retenu Vauban. On parle de citadelle Vauban. La frontière, elle est liée à des citadelles. Des citadelles qui sont édifiées avec un objectif, protéger des points névralgiques, des points sensibles. Et donc on va construire des véritables forteresses, des véritables citadelles. Pour Vauban, il y a l'idée de construire une place imprenable et de le faire au moindre coût possible. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'optimisation déjà de la frontière et des forteresses. Alors des ouvrages sur les productions de Vauban, il y en a des milliers. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez aisément sur internet des vidéos, des documents qui vous expliquent la stratégie de Vauban, la construction des citadelles, comment elles sont placées les unes par rapport aux autres. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, moi, l'idée ici, c'est qu'il y a bien une volonté de puissance, et ça passe notamment par l'édification de ces citadelles Vauban. On passe déjà à la dernière partie, petit 3, un absolutisme contrarié. Bon, absolutisme contrarié, c'est le moment où on va essayer de relativiser un petit peu cette référence au pouvoir absolu. Intéressons-nous d'abord à deux documents. Les documents 4 et 5 de la page 171. Ces documents 4 et 5, ils nous permettent déjà de revenir, de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur par rapport à l'édit de Nantes. Au travers du premier document, on voit quoi ? On voit que le roi, il révoque l'édit de Nantes. Ça, c'est la première chose qu'on peut noter. Louis XIV, il révoque l'édit de Nantes en 1685. Rappelez-vous, l'édit de Nantes, c'est un édit de tolérance. Tolérance, le mot est un peu exagéré quand même, mais on accepte que des protestants puissent exister et qu'ils puissent pratiquer leur culte dans le royaume sans être inquiétés pour cela. Ça ne veut pas dire qu'on considère qu'ils ont raison. L'idéal, c'est de les refaire transformer en catholiques. Mais on accepte qu'il y ait des protestants dans le royaume. Eh bien, avec l'édit de Fontainebleau, il y a une révocation. Ce droit, il prend fin. Et les protestants, sous Louis XIV, ils sont plus les bienvenus dans le royaume de France. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de les retransformer en catholiques. On va avoir un processus de persécution qui est engagé à leur égard par des troupes qu'on appelle les dragons. Et donc les opérations contre les protestants conduites par les dragons, on appelle ça des dragonnades. Et ces persécutions, elles ont des conséquences. Elles ont des conséquences dans le royaume. C'est-à-dire qu'on va avoir des rébellions, notamment de la part des protestants, quand on ne pas se laisser faire. C'est le cas de la révolte des Camisards, C-A-M-I-S-A-R-D-S, dans les Cévennes, par exemple. Alors Cévennes, c'est C-E accent grave, F-E-N-N-E-S. Donc la révolte des Camisards, elle a lieu au début du XVIIIe siècle, de 1702 à 1711. Ça, c'est une première conséquence. Donc on réajoute de l'instabilité. C'est une autre forme de guerre de religion qui se réinstalle, d'une certaine façon. Et puis l'autre conséquence, c'est que plein de protestants vont partir. Ils vont quitter le royaume. On estime qu'il y a entre 80 000 et 100 000 personnes, protestants, en fait, qui ont fui
la France, à une époque où on est beaucoup moins nombreux, donc c'est un nombre significatif de gens qui partent, et c'est pas les gens les plus pauvres, hein, les protestants. Ce sont souvent des bourgeois, on l'avait vu, donc des gens qui ont de l'argent, et pour Vauban notamment, hein, Vauban il écrit et il critique cette révocation de l'édit de Nantes en montrant qu'elle n'est pas raisonnable et qu'elle a des conséquences économiques très importantes. Bon, cette révocation, ça il faut le noter, cette révocation, donc il faut noter que les protestants ils sont persécutés par les dragonnades, il faut noter qu'il y a une guerre dans les Cévennes, la révolte en lien avec la rébellion des Camisards, des protestants qui veulent pas se laisser faire. Et puis on a la fuite en masse de nombreux protestants, ça il faut le noter aussi. Et puis on ajoute quoi ? On ajoute, et c'est là où on a un regard un petit peu plus critique, que cette révocation, elle répond à une conception d'un pouvoir absolu. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'idée de théoriciens, d'une idée qu'accepte aussi Louis XIV, c'est qu'on ne peut être un loyal sujet que si on pratique la même religion que son souverain. Or, le problème des protestants, c'est qu'ils n'ont pas la même religion que Louis XIV. Et donc, ce qui posait problème avant est toujours considéré comme un problème par beaucoup de contemporains de Louis XIV. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Louis XIV de révoquer l'édit de Nantes ? Les historiens n'en sont pas tous persuadés. Pour de nombreux historiens ici, cette révocation de l'édit de Nantes, elle répondrait davantage à une demande de l'entourage royal qu'une démarche personnelle de Louis XIV. Alors ça nous invite à quoi ? Ça nous invite à relativiser le pouvoir absolu du roi et à se rendre compte que finalement il peut pas faire exactement tout ce qu'il veut et il est obligé de prendre en compte ou d'aller dans le même sens que certains de ses conseillers. Et donc à dire que l'absolutisme d'une certaine façon il est contrarié. Et c'est ce que montre déjà cet exemple de l'édit de Fontainebleau qui consiste à révoquer l'édit de Nantes. Autre raison qui amène à relativiser l'absolutisme de Louis XIV, alors évidemment absolutisme c'est le moment où il faut noter la définition dans votre cahier, la recopier. C'est quoi l'absolutisme ? C'est une notion, et une notion elle peut être critiquée, d'autant plus qu'on se rappelle bien ce que j'ai dit au début, l'absolutisme, le mot il n'existe pas sous Louis XIV, on parle vraiment de pouvoir absolu. On s'intéresse à la diapositive numéro 3. La diapositive numéro 3, c'est le document 2 de la fiche. Donc, dans ce document 2 de la fiche, vous avez un texte de Fénelon, c'est un auteur contemporain de Louis XIV, de la fin du XVIIe siècle. Et qu'est-ce qu'il écrit, Fénelon, ici ? Alors, il écrit une lettre au roi, une lettre qui sera jamais lue au roi, mais elle existe, cette lettre. La preuve, on en a ici une trace et on l'a retranscrite. Il reproche au roi ces guerres. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un coût humain et un coût financier. Ça, on peut le noter dans nos cahiers. On peut noter que les guerres, elles ont un coût humain et un coût financier. Il y a des hommes qui meurent, il y a des gens qui sont traumatisés par la guerre. D'ailleurs, le roi lui-même va faire des remontrances contre ses soldats et contre certaines de leur façon d'agir parce qu'il se rend bien compte que ça pose problème. Et puis, elles ont un coût financier aussi. Ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que les guerres de Louis XIV, elles sont dénoncées par des intellectuels comme Fénelon, par exemple. Donc il y a des gens qui critiquent Louis XIV, des intellectuels. Donc dans les aventures de Télémaque, par exemple, c'est flagrant. Là, on est dans un livre, pas une lettre qui est adressée au roi, mais dans les aventures de Télémaque, qui est écrit à la fin du XVIIe siècle, en 1699, si on veut être exact, on est vraiment sur cette dénonciation du pouvoir absolu qu'exerce Louis XIV. On a un autre auteur qui critique aussi le roi, c'est Jean de La Fontaine. Si vous prenez la fable qui s'appelle La cour du lion, bon, le lion c'est qui ? Le lion c'est le roi, c'est le roi Louis XIV. On est ici dans des intellectuels qui s'en prennent au roi. Alors pas sur la question de la guerre, mais donc il y a une critique de l'absolutisme, du pouvoir absolu du roi au travers de son action guerrière. Pourquoi ? Parce que cette guerre, elle a un coût, et cet argent, c'est de l'argent qui manque à la société. Or, à l'époque de Louis XIV, on n'est pas encore sur une période où toutes les saisons se valent et les récoltes sont toujours excellentes. Quand on regarde
les documents 3 et 4 de la fiche, qui sont rangés dans des diapositives que vous pouvez voir aussi, diapositives 4 et 5. On se rend compte au travers de cette gravure que le pain vient à manquer, qu'il y a une grande famine qui va marquer la fin du règne de Louis XIV. Et puis il y a des émeutes aussi en lien avec ces manques. Donc on peut noter que la fin de règne, elle est marquée par des émeutes et une grande famine. Bon, concluons. Concluons pour une fois, parce qu'on va essayer de prendre le plus de recul possible. Si on conclut, on peut noter quoi ? On peut noter d'abord que l'image du pouvoir absolu, elle doit être aujourd'hui relativisée. Elle doit être relativisée parce que c'est une notion qui est critiquée par les historiographies étrangères. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs qui ne sont pas français, quand ils écrivent sur le pouvoir de Louis XIV, ils vont beaucoup moins employer l'expression d'absolutisme qu'on ne l'emploie en France. C'est vraiment un truc très français de parler de l'absolutisme et de développer cette notion. Au point où, pour ces historiens étrangers, ils vont souvent dire qu'en France, l'absolutisme, c'est un dogme des historiens. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a même un livre qui dénonce cette idée d'absolutisme, qui a été écrit en anglais, et bon, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il n'a pas été traduit en français. Mais je me trompe, peut-être là, il faudrait un historien bien plus calé que moi. Si vous pouviez entendre Monsieur Dérault, il irait plus loin que moi sur la question. Monsieur Dérault, c'est un ancien enseignant qu'on a eu au lycée, qui était spécialiste de l'histoire moderne. Donc, pour de nombreux historiens, le roi, eh bien, il aurait eu plus, le roi sous Louis XIV, il aurait eu plus de contraintes que n'en aurait le président d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ils font la liste des choses auxquelles le roi doit se conformer. Il doit respecter les lois fondamentales. Il y a des parlements avec des contre-pouvoirs. Il doit voir ses intendants, il doit composer avec eux, il doit répondre à certaines règles religieuses. Bref, le roi, il aurait moins de liberté d'action qu'on le dit bien souvent. Les parlements aussi, on l'a dit, ils peuvent agir dans les provinces comme des contre-pouvoirs. Les états généraux. Les états généraux, ils nous invitent là à aller dans l'autre sens. Les états généraux, normalement, le roi les convoque, mais eux, ils n'ont pas été convoqués depuis Louis XIII. C'est le dernier à les convoquer. La prochaine fois que les états généraux seront convoqués, c'est par Louis XVI, en 1789. Ils n'avaient pas été convoqués depuis Louis XIII. Alors, critiquons la critique. Il reste quoi ? Il reste que, malgré tout, Louis XIV, il peut faire arrêter qui il veut. C'est les lettres de cachet. Il dit, toi là, en prison. Et l'une des prisons symboliques de ce pouvoir et des lettres de cachet plus tard, ça sera la Bastille. Et sa prise est évidemment symbolique à ce titre-là. Donc, le pouvoir de faire arrêter qui vous voulez, c'est quand même un pouvoir que n'a pas le président de la République aujourd'hui. Et heureusement. Ensuite, on l'a dit, le roi il concentre quand même dans ses mains les trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et c'est justement là que les critiques qui vont naître après, notamment des Lumières, vont être les plus sévères, avec cette volonté de changer le système pour le rendre un petit peu plus équitable. Et donc c'est peut-être le fait que le pouvoir du roi ait été très critiqué qui fait qu'aujourd'hui on se focalise beaucoup sur cette notion d'absolutisme. Pourquoi ? Parce que les Lumières vont justement le critiquer et que ce sont des intellectuels qui ont marqué l'histoire française avec l'avènement de la Révolution française qui mettra fin, pour le coup en 1789, à l'absolutisme. Voilà, j'espère que cette audio-capsule vous a intéressé, j'espère que vous avez pu prendre le cours. Donc nous continuerons, lundi il y a le conseil de classe, donc lundi il n'y aura pas de capsule audio, on reprend jeudi prochain avec la deuxième partie, et cette fois nous traverserons la Manche pour nous intéresser à l'État et à ses transformations outre-Manche, parce que ce qui s'est passé outre-Manche va aussi avoir des conséquences sur ce qui se passe en France, comme ce qui se passe en France a des influences déjà sur la couronne britannique.
J'espère que tout se passe bien pour chacun d'entre vous, dans vos familles respectives. Je ne sais pas lesquels d'entre vous viendront après le conseil de classe et pour faire quoi exactement, c'est encore un petit peu obscur. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.